bien sûr rester des acteurs mondiaux, mais vraiment restant ancrés localement pour que nous puissions répondre aux besoins de la population locale. Andreas, quelle est votre expérience s'agissant de la marque et comment est-ce qu'on peut rendre une marque attrayante dans le marché? Par exemple, en Afrique du Sud, nous avons identifié un modèle où certaines marques étaient beaucoup plus attrayantes dans le marché. Est-ce que cela est en rapport avec d'abord la reconnaissance que l'on a de cette marque ou bien alors par le fait qu'on ne cible pas correctement le marché local? Donc j'aimerais vous écouter là-dessus. Bon, j'avais déjà capitalisé ce que mon préopinant disait, s'agissant par exemple des supermarchés. Ils veulent répondre à des besoins. Donc, ce n'est pas question d'avoir des marques locales ou des marques internationales. Le plus important, c'est de pouvoir répondre à leurs besoins. Et pour nous, ce qui ça a décidé, c'est d'abord le prix, mais également l'efficacité des produits. Les tarifs est important, mais également, nous devons prendre en compte les contraintes économiques qui pourraient, par exemple, également avoir une influence. Donc, ce sont là les critères d'achat. Mais si nous pensons aux marques, il y a trois choses auxquelles nous pensons. D'abord, les facteurs macro, je ne vais pas y revenir parce que ça a été très important pendant la période de Covid et post-Covid. Et également, il y a d'autres facteurs qui sont spécifiques par catégorie. Il y a par exemple des endroits où la marque est plus importante, mais également cet aspect émotionnel. Et je pense que s'agissant de l'alimentation des bébés, la marque pourrait être importante. Il y a également d'autres facteurs locaux qui peuvent également déterminer la préférence d'une marque. Et ce que nous voyons en raison de la Covid et de l'inflation, eh bien, nous avons vu une diminution du nombre de clients et donc la marque a pris de l'importance. Ce que nous voyons également à travers l'Afrique, il y a certaines préférences régionales. Les consommateurs kenyans, par exemple, eh bien, ils se sentent plus confortables à acheter des produits locaux, des produits qui proviennent du Kenya. Mais quand on voit d'autres marchés comme l'Égypte, ce n'est pas le cas. Il y a également le facteur de la confiance qui influence ces variations régionales, et c'est-à-dire le fait de voir si, par exemple, les clients qui dépendent plutôt de la confiance que le cas en Égypte, alors qu'au Kenya, la préférence est faite pour les produits locaux. Donc, nous avons cette tendance macro que nous voyons, mais également en Afrique, nous avons constaté que les marques locales se comportent plutôt mieux dans le marché en raison de cette préférence aux produits locaux. Et donc, parfois même les grands acteurs, les multinationales, peuvent aussi avoir des difficultés à pouvoir opérer dans les marchés et les opérateurs locaux deviennent beaucoup plus agiles. Les cas des supermarchés, par exemple, qui vendent différentes marques internationales. Donc, j'aimerais parler un peu du prix. Et pour parler un peu de ce qui s'est passé dans les dernières années, nous avons parlé du Covid. On a vu beaucoup d'inflation. On a vu beaucoup aussi de problèmes liés à la logistique. Et je pense que le composant clé, c'est de pouvoir réduire le prix parce que je sais que c'est quelque chose de commun. C'est de pouvoir regarder un peu la chaîne d'approvisionnement. Et je pense que la partie clé, c'est de pouvoir réduire le coût du financement. Nous avons fait beaucoup de travail dans la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir apporter le financement d'une manière simple, pour pouvoir assurer que le capital va pouvoir être satisfaisant et pouvoir avoir aussi des structures avec lesquelles, en tant que financier, vous pouvez minimiser les risques avec les différents fournisseurs. Donc, je pense qu'il y a certains que nous avons fait de façon directe et indirecte. Et donc, avec le financement, je pense que c'est un composant clé dans ce que nous faisons. J'aimerais maintenant m'adresser à Yannex et poser la question, parce que bien avant le panel, Yannex a mentionné qu'ils étaient en train d'ouvrir un produit dans le domaine de la beauté en Afrique du Sud. Je suis intéressé de savoir quelle est la réflexion derrière les différentes difficultés sur le développement. Ou peut-être certains de nos panélistes peuvent vous donner des questions parce que certains d'entre eux ont déjà fait cela, ils ont déjà pu mettre en place des marques qui sont vraiment solides sur le marché. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous quelques informations.
Merci. Comme je l'ai dit, mon travail dans les 2-5 années a été plus pour pouvoir travailler dans le domaine de logiciel. Dans les 2 dernières années, j'ai développé une marque cosmétique en Éthiopie. J'ai identifié un besoin d'avoir une marque locale qui a comme intention d'être panafricaine. Et en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez 50 producteurs de marques locales. Nous avons de grandes marques comme Unilever. Et donc, lorsque j'ai identifié il y a 20 ans de cela, c'est que les grandes marques, certains de mes collègues ne peuvent ne pas les aimer, mais les plus grandes marques ont généralement le temps de s'effacer. Parce que y a des Africains qui sont très éduqués, qui vont à l'école et apprennent comment produire ce genre de choses. Et à 20 ans de cela, il y a des personnes qui étaient d'accord pour pouvoir payer $3 pour une pâte dentifrice. Mais aujourd'hui, au Kenya ou en Côte d'Ivoire, vous avez 50 personnes qui produisent des pâtes dentifrices à 50 centimes. Et donc, je ne suis pas un expert, mais j'ai identifié cette demande. Oui, vous serez un expert, mais c'est très important que je mentionne cela. Et la raison pour laquelle je suis allé dans le cosmétique en Éthiopie, c'est à cause du problème de la dépigmentation de la peau. Et c'est un problème parce que ça a tué beaucoup de personnes, plus que le Covid ou le VIH. Et donc, on essaie de produire des produits cosmétiques pour la peau qui sont vraiment sains. Donc, ce sont des ingrédients qu'on utilise qui sont de l'Afrique et transformés en Afrique. Nous sommes dans 3 marchés, mais on essaye de s'introduire dans plusieurs marchés. Et donc, vous dites que vous avez vu une opportunité. Vous avez remarqué que c'est un marché ouvert pour vous et vous parlez ici de comment est-ce que vous arrivez à avoir des produits locaux pour pouvoir fabriquer ces articles-là. Est-ce que cela est facile ou comment est-ce que cela se passe? La zone économique de l'Afrique de l'Ouest fonctionne un peu mieux que celle de l'Afrique de l'Est. Disons, la zone francophone de l'Afrique de l'Ouest, c'est un peu les mêmes lois et ce sont la même monnaie comparée à celle de l'Afrique de l'Est. Le but, c'était de travailler avec des pays enclavés comme Soudan, Ouganda, et Kenya et Tanzanie. Mais ce que nous avons découvert, c'est que ce n'est pas aussi facile que c'est aussi présenté par les politiciens. J'espère que au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous savons que l'Afrique est un continent jeune. Et je suis sûr qu'avec le temps, ces choses vont s'améliorer. En Afrique de l'Ouest, nous avons une zone économique qui est très développée dans la zone francophone. Si on peut revenir vers vous, Minir, et après on parlera avec Christian André pour avoir le conseil. Mais quelle est votre expérience dans le développement d'une marque qui est reconnue dans toute l'Afrique de l'Est? Est-ce que vous pouvez parler un peu de certaines difficultés que les autres ont dû faire face? Moi, je pense que notre stratégie avec les fondateurs, quelques années, ils ont décidé de sortir de Tanzanie pour essayer de mettre l'empreinte de la marque dans d'autres pays. Mais quelle est votre question? Selon votre expérience, comme au Zimbabwe, nous avons fait Mario, lorsque nous avons acquis Noribond, c'était une marque qui existait déjà. Nous allons lancer une nouvelle marque parce que nous sommes en Mozambique. Nous avons une usine de fabrication de détergents. Donc nous sommes en train de travailler sur la manière que nous allons faire le lancement. Nous utilisons une marque existante déjà en Zimbabwe, Aroma. Andrea come from Zimbabwe, vous connaissez Aromas. La marque
nous avons, en tant que marque, nous avons déjà la base. Et à partir de cette marque-là, nous essayons de créer plusieurs exemplaires. Et nous voulons les développer parce que nous allons protéger plus le groupe au lieu d'avoir une seule marque. Donc, on veut se diversifier, créer de nouveaux produits, de nouvelles marques. Et ici, le défi en Afrique, c'est de pouvoir protéger ces marques. Souvent, les personnes parlent d'Afrique, mais ils oublient que c'est... On parle de 54 pays, 54 institutions, 54 gouvernements, plus de 1000 cultures. Donc, ce n'est pas un pays, c'est un continent avec plusieurs pays. Donc, ce qu'on doit faire, ce qui se passe, c'est parce qu'on prend le risque d'aller au-delà de la Tanzanie. Maintenant, nous sommes en Ouganda, au Kenya, au Rwanda, nous sommes au Burundi, au Zimbabwe, nous sommes au Mozambique et en Afrique du Sud. Nous sommes restés aussi en Angola et en République démocratique du Congo. Donc, nous sommes en train de cimenter cette marque-là. Donc, on est en train de regarder de façon interne qu'est-ce que les consommateurs locaux veulent produire. Je pense que c'est un point très important parce que Yanest, pour pouvoir rentrer dans un marché, vous avez besoin d'une marque africaine pour pouvoir combler cet espace-là. Je sais qu'on a parlé de la reconnaissance d'une marque. Peut-être que vous parlez un peu de ce que Yanest parlait en termes d'accès à un marché, en termes de fabrication de produits. Quelles sont les difficultés logistiques que vous avez rencontrées? Comment vous avez pu diversifier votre chaîne d'approvisionnement et votre modèle de distribution? Je pense que le problème, c'est de pouvoir avoir le produit et comment pénétrer le marché. Je vais commencer d'abord avec le dernier, mais je pense que c'est un point important parce que pour le développement, pour tout ce qui est vente, je pense que c'est très difficile de pouvoir lancer des produits et la distribution est très difficile. Lorsque nous sommes dans des chaînes qui sont un peu plus larges, et voir un peu comment on peut avoir un coût effectif qui est en lien avec le marché. Et je pense que cela est très important pour le fournisseur et aussi ceux qui vendent. Donc, je pense que c'est très important de regarder et c'est très difficile lorsque vous vendez en détail parce qu'il y a plus de 1000 points de distribution. Donc, on pense que c'est ce qu'on aimerait faire et c'est ce qu'on continue à faire. Lorsqu'on parle de la chaîne d'approvisionnement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Pas forcément pour un Africain parce qu'on ne trouve pas la source à travers l'Afrique et je pense que c'est un défi. Yanis a déjà en parlé. Je pense que pour faciliter cela dans la région de l'Afrique de l'Est, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour avoir des produits moins chers pour les consommateurs, surtout lorsqu'on parle du plan du côté de la nourriture. Il y a certains modèles qu'on a utilisés qui ont fonctionné et d'autres. Donc, la différence de ce dont nous avons parlé en toute l'Afrique, quand on regarde la perspective du produit, la perspective qu'on arrive à avoir sur l'emballage est très différente. Donc, je vois, c'est un peu ce dont nous parlons. Lorsqu'on essaie de parler des accords en termes d'échange commercial, est-ce que vous pensez que cela va changer? Je ne sais pas quelles étapes vont être franchies de façon spécifique, mais si vous regardez un peu les pays où nous sommes basés, par exemple en Tanzanie ou au Kenya, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. Et on a déjà parlé avant le panel, mais il y a un momentum qu'on doit mettre en place qui vont bénéficier les consommateurs en termes de prix, et je pense que c'est le défi auquel nous faisons face. Vous avez parlé d'un point qui est très important, qui me fait souvent pas forcément rire, mais c'est un point, il faut être vraiment réaliste, parce que je vous ai dit que j'ai travaillé de Davisland jusqu'à ici, voir un peu comment la route est, comment on traverse les frontières. Lorsqu'on parle de la sécurité en Afrique, c'est un bon produit sur papier. On a eu des défis, on a parlé
de pouvoir avoir des matières premières locales pour pouvoir fabriquer. On a des problèmes parce qu'on n'a pas une seule monnaie. On doit toujours essayer de travailler avec des monnaies différentes. Comment est-ce qu'on peut développer une chaîne d'approvisionnement locale si vous n'êtes à mesure de pouvoir régler ce problème au-delà des frontières? Il y a les 10 dernières années, on a parlé du mouvement libre des personnes. Lorsqu'on parle du transport au niveau européen, si je n'ai pas de passeport africain, comment est-ce que vous pouvez comprendre cela? Donc, on parle des dernières 15 années, on a parlé un peu du fait des passeports africains. Je riais un peu lorsque on m'a dit non, j'ai mon passeport français, je peux aller en Espagne, je n'ai pas besoin d'avoir un autre passeport européen pour être à mesure d'aller dans un autre pays. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête cette hypocrisie de nous mentir. Nous sommes en train de faire notre mieux, mais on dépend aussi des institutions. Et la volonté de changer vient de la gouvernance. Et ceux qui sont dans le gouvernement de pouvoir envoyer cette dynamique qu'on essaye de créer en tant qu'industriel, en tant que revendeur, pour pouvoir améliorer le business en Afrique. Nous sommes en train de faire des comparaisons sur la taille du marché. Nous avons parlé de l'Afrique de l'Ouest. Je connais un peu l'Afrique de l'Ouest. Je ne suis pas confortable pour cette zone, mais dans l'Afrique de l'Est, je peux voir entre l'Ouganda, en Tanzanie, entre le Kenya, lorsqu'il y a certaines choses d'une frontière à une autre frontière, il y a dans les journaux, on peut entendre parler du sucre. Donc je pense que chaque jour, je pense qu'ils sont vraiment ouverts à de nouveaux marchés. Donc ça permet aux marques de pouvoir se développer rapidement. Donc c'est une partie de l'histoire. Je pense que ça nous permet de pouvoir au-delà des barrières là. Et je crois que cela est très très important. C'est comme un cube. Nous sommes au bas du cube et la gouvernance est en haut, et au milieu nous avons le marché. Et donc si ceux qui sont en haut descendent la barrière, on va pouvoir enrichir le milieu. Donc on peut faire le meilleur que nous pouvons, mais on ne pourra pas bouger et évoluer. Donc nous avons parlé de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique. Imaginez que vous pouvez perdre 2 millions au port justement pour pouvoir le dédouanement. Et cet argent-là ne va même pas bénéficier le pays. Ça va aller dans les lignes maritimes. C'est les millions et millions et millions que les consommateurs doivent payer. Juste pour revenir sur le point concernant la distribution que André parlait, l'avantage de pouvoir avoir réduit les prix. Mais je pense que la réalité, lorsqu'on regarde un peu l'Afrique, on parle de 54 pays. Et il y a des statistiques qui prouvent qu'on a environ 90% de voir comment est-ce qu'on peut travailler de façon efficace et être rassuré que votre marque est protégée. Donc, ce sont des choses très intéressantes sur lesquelles on peut s'assurer que vous pouvez sous-distribuer, vous assurer que tous ceux qui sont dans la chaîne de valeur peuvent gagner de la valeur et vont aider aussi à protéger la marque, à amener aussi la communauté, parce qu'on a vu de très bons exemples où il y a un intérêt de la population, où la chaîne d'approvisionnement du pays est bonne parce que les usines sont protégées et parce que ça rapporte beaucoup aux communautés. Christian, je pense que vous voudriez ajouter quelque chose. J'aimerais prendre une perspective différente. On peut parler beaucoup des difficultés, mais je pense que pour moi, ce qui est le plus important, c'est de regarder les opportunités. Et je pense que opérer en Afrique et avoir du succès en Afrique demande de l'agilité, de la flexibilité et des solutions sur mesure. Parce que même au sein du marché, c'est comme ça que ça se passe. C'est très différent en Afrique du Sud. Si je veux servir des milliers de boutiques, si vous allez au Maroc, la majorité des boutiques vendent en moins nombre.
En Maroc, on sait chaque jour 1000 magasins par jour parce qu'il y a des partenariats de distribution qui sont déjà établis. Vous utilisez un, disons, pour le commerce moderne et un autre pour le commerce traditionnel et d'autres aussi pour servir les pharmacies. Et donc, si vous voulez avoir du succès en Afrique, vous devez vraiment penser à cet état d'esprit agile. Comment trouver la solution en commençant par le produit, mais aussi avec le bon portefeuille pour le bon système. Je ne peux pas vendre des produits moins chers dans des magasins qui n'ont pas de congélateur, donc où je dois leur envoyer des produits qui ne nécessitent pas avoir des frigidaires. Et donc, je pense qu'il y a des spécificités qui sont liées à l'Afrique qu'on doit vraiment prendre en considération. Et quand on regarde tout cela, c'est un avantage compétitif. Donc, on doit imaginer ce qui serait meilleur d'avoir l'avantage et servir les consommateurs locaux, parce qu'un consommateur local n'est pas un seul lorsqu'on parle de la nourriture. Il y a des traditions en Afrique du Sud, au Maroc ou au Ghana. Ils sont très différents et je pense que c'est quelque chose qu'on doit respecter. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire en étant vraiment, vraiment local et avoir une chaîne d'approvisionnement local, collecter et acheter des produits locaux dans les différents marchés. Ok, je pense que l'idée dont vous parlez, c'est de trouver des solutions agiles. Et je pense que c'est de trouver les produits locaux et les mettre à mesure aux marchés locaux. Est-ce que vous devez trouver vos propres produits à l'étranger? Nous sommes les producteurs de produits. On ne trouve pas de produits, c'est nous qui créons les produits. On le fait à partir des matières premières. Donc, cela a fonctionné plusieurs fois depuis le Covid. Lorsque vous regardez les ingrédients qu'on peut utiliser pour fabriquer de la poudre, ça a été très efficace. Rien n'a changé de façon signifiante. Il n'y a pas eu de rupture dans l'approvisionnement. Et donc, par exemple, au Nigeria, donc si je veux vraiment être compétitif, il faut que je trouve d'autres manières. Donc, on essaie de travailler de façon locale. On essaie de recréer ou reformuler des produits qui peuvent servir de façon différente de ceux qui étaient là en fonction de prix. Je ne peux pas vendre les mêmes yaourts à 1 dirham, par exemple, au Maroc, avec la nouvelle inflation, mais je peux vendre un différent yaourt à 1 dirham. Donc, il faut travailler de façon locale. Et je pense que c'est de cette agilité que nous devons avoir, parce que lorsqu'on parle d'un point de prix unitaire de 50 naira ou un Ghana Cedi, c'est très important de regarder, parce que ce que nous voyons, c'est que lorsqu'on parle de la nourriture, il y a beaucoup de choses qui sont très critiques. Ce n'est pas 10 ou 15% d'inflation. Nous servons beaucoup de produits aux enfants. Les parents ne vont pas créer l'inflation dans les produits. Ils vont toujours avoir le 100 naira lorsqu'ils vont à l'école. Donc, si on n'ouvre pas une opportunité de produits qui sont dans cette variété-là, ça sera vraiment difficile et ça ne va pas agir mon agent de poche. Donc, c'est de cette agilité, flexibilité. Et lorsque nous arrivons à dominer cela, il y a beaucoup de marques, c'est vraiment critique. Nous croyons aussi que... je pense que c'est très important pour les consommateurs. Les consommateurs n'ont pas assez d'argent pour pouvoir gaspiller sur les petits produits. Le petit argent qu'ils ont, ils veulent toujours avoir les produits de bonne qualité. Et c'est quelque chose qui est très critique. Ils vont toujours reconnaître la bonne qualité sur la mauvaise qualité. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Et regardez un peu toutes les propositions. Donc, André, j'aimerais vous demander comment est-ce que vous voyez un peu le prix comparé à la qualité et la disponibilité. Comment est-ce que cela rentre en compte? Comment est-ce que vos consommateurs ou vos clients
changent leur manière de faire des achats. Dans les dernières années, ça a été un vrai défi pour nos consommateurs. On a vu une inflation dans les dernières années. Si vous regardez un peu les produits de commodité, si vous regardez, on est à 30 ou 40% et les salaires n'ont pas augmenté dans cette période. Donc, le coût a été vraiment important. Qu'est-ce que nous voyons, qu'est-ce que nous faisons? C'est très important de regarder au niveau des consommateurs. Il y a beaucoup de personnes qui achètent de petits paniers ou essayer de pouvoir acheter les mêmes produits moins chers et de bonne qualité. Donc, je pense que ce que nous sommes en train d'essayer de voir, c'est mon point que j'ai parlé tout à l'heure, de pouvoir regarder à l'échelle comment on peut travailler avec des fabricants pour travailler sur les différents prix qui peuvent être abordables aussi pour les consommateurs. Lorsque vous travaillez en collaboration avec vos fournisseurs, c'est mieux parce que ça sera une situation gagnant-gagnant. C'est de voir comment est-ce que nous pouvons s'approvisionner en produits d'une manière et avoir des ingrédients utiliser des ingrédients que je sais qu'ils pourront utiliser et vendre. Donc, ça va vraiment réduire l'argent dans la chaîne d'approvisionnement. Je pense que souvent, ça va aller avec les produits avec des différents emballages ou des emballages de plusieurs marques. Je pense qu'on peut travailler avec des grosses marques ou des petites brands, mais ils ont une bonne qualité, mais avec un meilleur prix. Et ce qui est important aussi pour nous, même dans des catégories qui ont été plus dirigées par les marques, par exemple les sanitaires, on a vu des consommateurs aller de produits fabriqués localement à des produits qui sont fabriqués à l'étranger à cause de la qualité et le prix. Donc, j'aimerais revenir sur le point de question sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Demander aussi à Ioannis, bien sûr, savoir un peu, vous êtes en train de développer une compagnie cosmétique en Afrique de l'Est et vous êtes bien établi une entreprise en Afrique de l'Ouest. Et donc, vous avez peut-être le même impact lorsqu'il s'agit de distribution de la chaîne d'approvisionnement. Comment est-ce que vous avez pu naviguer ce genre de business en Afrique de l'Est? Est-ce que vous avez une leçon pour vous lorsqu'il s'agit du comportement par rapport avec vos différents clients? Nous avons commencé d'abord avec des vendeurs, des détaillants, et après nous sommes allés à la distribution, après nous sommes devenus des fabricants. On a essayé de mettre en place des réseaux, ce n'est pas FMCG. Lorsqu'on n'a pas de FMCG, on ne peut pas vraiment soutenir le coût pour faire votre propre distribution. Ce que nous avons fait, nous avons essayé d'intégrer, nous produisons des choses qui fonctionnent au sein de notre réseau. Et nos réseaux sont dans 9 pays et à cause de cette zone économique, cela fonctionne. Si vous produisez Reba au Sénégal, vous pouvez l'envoyer en Gambie. Si vous produisez des machettes au Ghana, vous pouvez les envoyer aussi au Nigeria. Donc, je ne suis pas en train de minimiser la zone économique de l'Afrique de l'Est, mais je suis en train de vous dire que cela fonctionne très bien en Afrique de l'Ouest. Parce que pouvoir développer un réseau, c'est une force. Parce que ça vous permet de pouvoir déployer des produits pour des coûts moindres, pour tout ce qui est déploiement de produits. Ça vous permet aussi de contrôler votre chaîne d'approvisionnement parce que vous pouvez aussi contrôler votre chaîne de distribution. Ça vous permet de pouvoir avoir plus de profit et ça vous permet aussi de développer des marchés dans une rapidité parce que si vous ne contrôlez pas votre propre distribution, vous ne serez pas en mesure de faire cela. Je sais que ça ne veut pas dire que tous les points de distribution vont pouvoir fonctionner de la même manière parce que pour que ça se fasse, ça soit coûteux parce que dans le domaine dans lequel je suis, on parle de l'acier et tout ce qui est produit, matériel. Et donc, quelle est votre expérience? Est-ce que vous voyez développer pour pouvoir créer des partenariats pour pouvoir avoir le contrôle de votre distribution? Lorsque les fondateurs des entreprises
ont commencé il y a 17 et 18 ans de cela, il n'y avait rien qui était produit en Afrique, donc ils étaient obligés d'aller sur une intégration verticale. Donc pour s'assurer qu'ils contrôlaient le coût et contrôlaient aussi la distribution. Et donc il a commencé avec l'emballage. Après, il a commencé avec le transport. Nous sommes allés vers le ICD, ceux qui ont les conteneurs, pour pouvoir être mieux. On a commencé à travailler avec la livraison. Nous sommes allés jusqu'à Zanzibar. On peut charger les camions et aller directement à Zanzibar, charger les marchandises et revenir encore. Donc, on a essayé de trouver cet environnement-là qui n'était pas encore en place, comparé à ce que nous voyons aujourd'hui. Par exemple, Kigali est très avancé en termes d'infrastructure et organisation. Nous allons chez les voisins, ils essaient, mais ça prend vraiment du temps pour le faire. Il a parlé d'Afrique de l'Ouest, ils sont proches les uns des autres, partager la mer. Je pense que, un exemple, Mozambique, si je veux charger la cargaison à un prix moindre pour aller de Nacala à Kilimani, je dois avoir des documents d'exportation lorsque je vais dans un pays différent. Si je veux charger de Nacala pour aller à Dar es Salaam, cela vous coûte plus que d'aller en Chine. Donc, on doit comprendre tous ces différents défis que nous avons en Afrique. On doit vraiment on doit se réunir et arrêter de faire les discours. On doit vraiment s'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir permettre les locaux ou bien les produits étrangers de pouvoir venir facilement au sein du continent et pouvoir réduire la pauvreté de notre population parce que c'est vraiment difficile. Et je pense que c'est un bon moment de ramener Emric dans la conversation. Tous les panélistes vous ont parlé des solutions, des problèmes qu'ils pensent qui existent. Ils ont parlé des distributions qui fonctionnent au sein de la chaîne d'approvisionnement. Donc, je pense que quand vous arrivez à une certaine étape dans votre développement du business, comment est-ce que l'IFC peut soutenir ces développements de business-là? Et je pense que pas forcément le côté financier, mais avoir des partenariats pour relever ces différents défis-là. Elle fait partie du groupe de la Banque mondiale. Et je pense que tous ces problèmes liés au commerce et aussi les problèmes liés au gouvernement rentrent un peu dans tout ce qui rentre en compte avec les travaux et les opérations de la Banque mondiale. Je pense qu'il y a un pont entre comment vous approchez le dialogue entre le gouvernement et le secteur privé. Je pense qu'on a déjà parlé des problèmes liés au commerce et nous avons des capacités de pouvoir le faire. Et je pense que lorsqu'on parle de l'Afrique, toute l'Afrique est à mesure de pouvoir travailler dans tout ce qui est commerce avant. Peut-être qu'on doit aller un peu dans les détails afin de mieux comprendre comment cela peut se faire. Mais je pense que c'est un problème qui est très complexe et je pense que ça touche beaucoup de choses dont nous avons déjà parlé. Donc, Christian, nous avons parlé de comment relever tous ces défis-là. Quelle est l'importance pour une marque internationale de pouvoir avoir un partenaire avec des compagnies locales ou un réseau local pour pouvoir s'assurer que vous pouvez avoir la reconnaissance de votre marque à ce niveau? Pour nous, c'est très important d'avoir des partenaires locaux qui sont solides. En Afrique, nous avons deux catégories, comme je l'ai dit tantôt, surtout dans le domaine de la nutrition. Et aussi, c'est très important d'avoir des partenaires dans la distribution et de façon spécifique pour les petits marchés parce que la structure est différente. Et ce n'est pas pareil pour les multinationaux. C'est très important de créer des partenariats
les partenariats, nous avons les mêmes routes pour le marché et nous sommes nous tous dans le même marché. Donc on essaie de regarder marché par marché quelle est la meilleure manière. En Afrique de l'Est, nous opérons avec des filiales communes. Donc, parce que le besoin a besoin d'une certaine taille pour que nous puissions être en mesure de les aider à pouvoir opérer localement. Aujourd'hui, j'ai demandé hier, par exemple, que si on veut faire un développement, quel secteur vous serez intéressé pour pouvoir développer un business. Si le marché est petit, investir dans l'usine, que ce soit à 50 millions d'euros, si je peux avoir un revenu de 50 millions d'euros, ça n'a pas vraiment de sens parce que même si je vais avoir IFC, ils vont me donner une très bonne condition, je suis sûr qu'ils vont le faire. Même si ça n'a pas vraiment de sens, c'est mieux d'ailleurs rentrer dans un market où le sport atteint une certaine dimension, par exemple à partir du Kenya. Et c'est là que je pense que la relation ou les partenariats doivent intervenir. Quelle est la maturité du marché? Est-ce que le marché est prêt pour les locaux? Est-ce qu'il y a une chaîne d'approvisionnement que vous avez besoin pour que vous pouvez amener les locaux à pouvoir bénéficier? Et je pense que c'est ce qui est critique pour nous. Et une fois de plus, nous ne pouvons pas le faire seuls. Les partenariats avec des personnes qui connaissent le market et la route du marché, je crois que c'est très critique. Donc, ce que la SFI aimerait faire, c'est de pouvoir également aider les multinationales afin de pouvoir établir des partenariats sur le terrain et ainsi réussir. Qu'est-ce que cela demande? Bon, je pense que vous entrez dans un marché qui est complexe en termes de réglementation mais également en termes de chaînes d'approvisionnement. Donc, c'est important d'avoir des partenaires locaux dans ce genre de marché, mais également essayer d'avoir un certain contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Donc, au fur et à mesure qu'on se développe, peut-être on pourrait travailler sans partenaires locaux, mais à vrai dire, les partenaires locaux dans le contexte africain sont extrêmement importants. Partout, vous devez être également le faire de manière judicieuse parce que les partenaires locaux peuvent faire des choses pour vous et donc ils peuvent être très utiles. Donc cela également implique un élément d'engagement communautaire. Oui, c'est vrai. Certaines de ces choses sont liées au fait de savoir comment est-ce que vous pouvez créer une marque autour d'une chaîne d'approvisionnement. Donc, parfois, ça nécessite d'avoir un engagement solide avec la communauté et également que vous puissiez également avoir toutes les informations nécessaires. Donc, si quelqu'un, par exemple, peut faire une campagne pour essayer, par exemple, une campagne pour voler votre marque. Et donc, c'est très important d'avoir cet échange, cet engagement avec la communauté locale. Bon, je pense que nous sommes arrivés au moment de discussion plénière. Si vous avez des questions, il est temps de pouvoir les poser, s'il vous plaît. Oui, je vois une main levée de ce côté-là. Ma question porte sur, disons, la mise en place d'une nouvelle marque, par exemple, pour le Moyen-Orient. Donc, vous voulez enregistrer une entreprise, mais vous ne pouvez pas être propriétaire, par exemple, des entreprises que vous devez exporter des produits tels que les céréales dans une zone de libre-échange et que vous emballez cela, vous allez écrire que c'est fabriqué à Dubaï ou fabriqué à Doha pour être capable de vendre dans le marché au Moyen-Orient. Est-ce que il ne s'agit pas vraiment d'un piratage disons, des marques africaines? Et également, parfois, nous sommes obligés de nous aligner à des orientations étrangères, ce qui pourrait également constituer un obstacle à nos propres marques. En Inde, dans les années 70 ou les années 80, c'était des films qui étaient présents dans tous les ménages au Nigeria. C'est ce qui nous a permis également de pouvoir
faire développer notre propre industrie. Voilà, au nord du Nigeria, nous avons grandi en suivant les films indiens. Après cela, nous avons également créé notre propre industrie cinématographique locale. Donc, en fait, notre industrie cinématographique trouve ses racines dans la culture indienne. Et puis, nous avons développé cela. Nous y avons introduit des marques locales en Afrique du Sud. Et nous avons MTN qui est omniprésent. Je crois que ce sont des marques locales. Nous réussissons dans les marques locales. Mais certains pays, c'est vrai, se développent mieux par rapport à d'autres, et surtout si c'est un pays qui est une destination touristique. Et là, vous allez trouver que leurs produits locaux, bien sûr, seront promus par les touristes qui viennent visiter leur pays. Donc pour moi, la marque, c'est d'abord une question de coûts, d'abordabilité des coûts. Donc, quel que soit ce que vous développez, eh bien, moi, je peux toujours continuer à utiliser n'importe quelle marque que je veux, mais si je n'ai pas les moyens, alors je dois plutôt me fier à la marque locale. La population aide à promouvoir les marques locales. Ma question, la première, c'est la première question, et tout ce que j'ai dit, c'est des commentaires après. Bon, je crois que j'ai oublié la question. Pouvez-vous revenir à la question? Oui. Donc, ma question, c'est de dire que si un pays africain veut ouvrir une entreprise au Moyen-Orient et puis exporter certains produits qui ont été emballés et qui seront marqués comme si ils ont été fabriqués dans ce pays-là. Est-ce que ce n'est pas vraiment un piratage des marques africaines? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui pourrait répondre à cette question? Oui, allez-y. Non, j'aimerais dire quelque chose. Peut-être que je ne serai pas en mesure de répondre à la question. Mais c'est une question très intéressante concernant la marque de fabrique, surtout les marques de fabrique africaines. Je crois que la majorité des pays dans lesquels j'ai travaillé, ces pays n'ont pas de marque de fabrique nationale. En Côte d'Ivoire, par exemple, qui est un exportateur des produits agricoles, c'est très récemment qu'on a élaboré une loi qui oblige les producteurs à pouvoir étiqueter leurs produits comme fabriqués en Côte d'Ivoire. Mais auparavant, ce n'était pas le cas. Certaines idées dont vous avez parlé devraient en fait être... c'est des questions qui devraient être résolues par les gouvernements des pays. Et dans la plupart des cas, ces réglementations ne sont même pas là. Autre chose que j'aimerais dire, et ça, selon mon observation, je crois que pendant les 20 dernières années, les marques de fabriques africaines, ou alors à l'échelle continentale, ont de la valeur. Cependant, on peut avoir des situations, comme je vous disais, que j'ai mis en place une usine cosmétique qui produit donc des produits pharmaceutiques. Et là, c'est toute une usine. Mais le défi que nous avons en Éthiopie, c'est que les gens disent, oui, si c'est éthiopien, mais pourquoi c'est si cher? Pourquoi c'est si cher alors que c'est produit en Éthiopie? Ou j'ai même un ami qui a également une usine de production de l'encre en Éthiopie. Et une fois qu'il a fait, même le gouvernement ne voulait pas acheter auprès de lui. Alors il y a cette stigmatisation déjà entre nous-mêmes Africains. Et c'est un sérieux problème. Je crois que nous devons poser cette question aux gouvernements africains afin de pouvoir promouvoir les exportations. Les pays doivent travailler sur la promotion de leurs marques de fabrique. Et peut-être pour rebondir sur ce que mon copine disait, les consommateurs ainsi que la marque et la valeur qui accompagne la marque. Vous savez, les marques internationales se vendent mieux en Afrique. Et également, nous avons de nombreuses marques locales. Donc aujourd'hui, ce n'est pas question de blanc-noir ou que cette solution est la meilleure par rapport à d'autres. Mais parlons d'abord de l'alimentation des nourrissons. La réalité de la chaîne d'approvisionnement et de la production
Et c'est peut-être c'est également la même chose pour certains produits pharmaceutiques. C'est que aujourd'hui, ça coûte moins cher de produire en Europe que de produire en Afrique. Donc, parfois, il fallait que j'augmente le prix de 40% si je dois produire localement parce que la majorité d'ingrédients n'ont pas la qualité dont j'ai besoin pour pouvoir avoir ces produits. C'est pas disponible. Donc, cela veut dire que je dois encore acheter beaucoup de matières premières en Europe et puis construire encore des infrastructures d'empaquetage et d'emballage. Donc, produire localement n'est pas nécessairement moins cher. Nous devons nous assurer que pour certains produits, la chaîne d'approvisionnement, d'abord, soit locale et parfois c'est tout un parcours. C'est également la même chose s'agissant d'avoir des produits abordables. Et nous disons, qu'en est-il si par exemple nous mélangeons de la protéine, disons de soya avec d'autres protéines. Mais c'est vrai, il n'y a pas de capacité de transformation du soya dans les pays. C'est vrai, je peux acheter les grains de soya, mais je dois encore l'exporter quelque part ailleurs pour la transformation et puis revenir avec ça ici. Donc l'opportunité est là, mais le problème c'est également les coûts, l'abordabilité. Ça prend également du temps de pouvoir transformer une chaîne d'approvisionnement parce que l'Afrique est également habituée à exporter les matières premières brutes, c'est-à-dire sans aucune transformation, et toute la transformation se passe en dehors de l'Afrique. Et je pense, avec le marché des consommateurs que nous avons en Afrique, nous devons transformer localement. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain, mais nous devons déjà avoir une vision claire et également nous devons avoir ce mécanisme de financement qui doit également s'améliorer pour y arriver. Et encore, dans la Côte d'Ivoire, parce que c'est là où j'ai produit, nous produisons en fait plus de la moitié, donc 50% de cacao, et tout cela également est en rapport avec les coûts. Et même ce que vous avez dit, c'est vrai, nous n'avons pas du lait. Et même si nous avons un marché de 150 milliards de dollars à l'échelle mondiale, mais en Côte d'Ivoire, nous n'obtenons qu'entre 3 et 4 milliards. Alors, comment alors changer toute cette chaîne de valeur pour que nous puissions vraiment tirer profit? Bon, très brièvement, pour également capitaliser ce que mes propres ont dit, donc je crois que les produits locaux ne doivent pas être les moins chers. On peut avoir des primes pour la production locale. Le chocolat, ça peut être un exemple, mais également l'autre idée, il ne s'agit pas seulement de marques africaines ou de marques européennes ou de marques mondiales. Et quand on voit par exemple les groupes comme Danone qui ont leur propre marque. Et pour moi, il s'agit vraiment des coûts de production. Essayer de diminuer les coûts de production, c'est ça qui est le plus important, parce que si nous voyons les défis auxquels nous sommes confrontés dans la production, nous avons d'abord les problèmes de volatilité des monnaies, des devises, et je crois que tout cela pourrait également être résolu afin de pouvoir réduire les coûts de production et ainsi rendre la production locale aussi compétitive. Bon, comme vous voyez également, la tendance démographique en Afrique, dont nous connaissons la démographie africaine comme une population jeune, et nous connaissons également ce que sera la population africaine dans l'avenir. Et donc j'aimerais également que nous puissions introduire cela dans cette discussion. C'est une opportunité unique pour les industriels, pour les fabricants, de pouvoir également capitaliser ces dividendes démographiques. Voilà, je pense que nous allons maintenant passer à la conclusion. Bon, je crois que ce n'est pas vraiment une question d'exporter les matières premières. Prenons par exemple le domaine agricole, où nous avons les matières premières et puis nous avons également les produits agroalimentaires. Alors, le problème, ce n'est pas question qu'ils exportent, que nous importons les produits finis. En Afrique, quand j'étais jeune, je voyais des produits de Nestlé avec Gigos, mais aujourd'hui, c'est une réalité quand j'étais enfant.
Déjà, hein, c'était déjà imprimé sur des boîtes, mais aujourd'hui, l'information devient beaucoup plus démocratique parce que ça arrive même jusqu'au niveau du milieu rural, avec beaucoup de marques de fabriques qui se font connaître là-bas, parce que c'est des marques qui étaient inconnues à l'époque. Je crois que c'est dont nous avons besoin en tant qu'industriels africains. C'est que nous devons avoir plus de flexibilité des pays dans lesquels nous travaillons, afin de s'ouvrir à tout le monde, et même pour les compagnies européennes, de pouvoir venir ici et de pouvoir construire des usines pour les protéines, par exemple. Je voulais construire une usine de production de protéines en Tanzanie, mais je me suis rendu compte qu'il fallait un climat tempéré, parce que si je le fais ici, il faut plus d'énergie, parce que si je construis cela en Tanzanie, je dois tout d'abord refroidir l'usine pour avoir les protéines. Donc, je pense qu'on peut avoir une complémentarité entre l'Afrique et l'Occident, pourvu que nous puissions avoir les fondamentaux qui peuvent nous permettre de travailler dans l'industrie. Il y a beaucoup de défis. Nous ne sommes pas ici pour parler de ces défis-là, mais j'aimerais dire que ce que nous faisons aujourd'hui a besoin du temps, ça a besoin également de l'énergie. Et quand je dis, par exemple, que je viens de Dar es Salaam à Kigali, c'est juste pour se voir. Donc, nous avons besoin de beaucoup de choses. J'ai besoin de comprendre comment ça marche. Depuis 3 ans, j'aimerais voir comment les villages se sont améliorés et comment est-ce que les pays également changent, comment est-ce que les provinces du Rwanda changent. Et donc, je dois le voir de mes propres yeux. Et si les choses étaient faciles, donc on pouvait juste avoir le système en place, la direction, nous avons tout. Donc on m'a dit 1,5 milliard. 1,5 milliard qui peuvent être distribués dans différents endroits. Il y a beaucoup d'opportunités en Afrique pour tout le monde. Nous avons une population de consommateurs. Ils aiment la technologie, surtout pour ces marques de fabrique. On a parlé de SFMFD, mais également regarder les téléphones. Nous avons des téléphones américains, européens, chinois, alors que nous sommes tous africains. Personne ne vient pas pour produire les téléphones ici, mais nous allons même dépenser $1000 pour acheter un téléphone, même si vous vivez dans une hutte, mais vous allez acheter un téléphone de $1000 pour le montrer ostentatoirement qu'il a. Donc, voilà. Il y a vraiment différentes approches par rapport à savoir quelle marque ou alors quel produit que vous allez offrir à nos consommateurs. Avec ces quelques mots, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre panel. Je remercie nos panélistes pour ces échanges fructueux. C'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Et je sais qu'il y a beaucoup de matière à réflexion. Nous avons parlé des opportunités, nous avons parlé également des problèmes. Et certainement, le marché est disponible. Et là, il s'agit seulement d'avoir les produits adaptés aux besoins de ce marché. Merci beaucoup.